Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, je reçois à mon micro Rachel Candelon, connue aussi pour son pseudo Dame Rachou sur les réseaux sociaux. Après avoir travaillé 3 années comme conseillère de vente au célèbre magasin ludique Le Passe-Temps à Toulouse, elle a rejoint le distributeur de jeux Néoludis en 2022. À la fois assistante commerciale et responsable marketing, elle est un véritable couteau suisse. J'ai rencontré Rachel fin août lors du sommet des jeux à Valmeinier. Salut Rachel, bienvenue sur le podcast Tu joues quoi ? Merci d'avoir répondu à mon invitation dans un cadre magnifique de Valmeinier. Ça fait plaisir de te rencontrer. Voilà, on s'est déjà vu plusieurs fois, mais qu'on puisse échanger sur ton parcours, voir un petit peu différentes casquettes que tu as pu avoir au cours de ta carrière dans le milieu ludique. Donc, déjà, bienvenue. Merci à toi de m'avoir invité, effectivement. Nous nous retrouvons dans un cadre magnifique. Je regarde, je vois de la montagne, je vois des nuages sur cette montagne. Oui. C'est toujours un très chouette moment. Et donc, je pense que vous allez entendre de la bonne humeur. La bonne humeur, ça, il y en a toujours, il n'y a pas de souci. De la fatigue, commence à en avoir un peu, je pense. Là, on arrive en fin de semaine. Moi, j'ai de la tristesse pour demain, parce que demain, c'est la fin. Et donc, je commence à avoir cette nostalgie déjà qui commence. Oui. Bon, profitons à fond de la journée. Rachel, je démarre toujours un petit peu de la même manière. C'est comment, toi, t'es tombée dans le marmite du jeu de société ? Alors, c'est toujours quelque chose que je dis avec beaucoup d'émotion. Je vais dire presque par hasard. À un moment donné, dans ma vie de femme, j'ai mon horloge biologique qui s'est réveillée et c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai eu des enfants et très vite, quand mes enfants ont commencé à grandir, enfin mon aîné, je me suis rendu compte que j'avais peur d'être une mauvaise mère, ce ne sont pas les mots, mais que je ne me régalais pas du moment passé avec mes enfants. Et c'est mon cher et tendre qui a eu l'idée de franchir les boutiques d'un jeu et de commencer à ramener des jeux de société. Et ça a mis en valeur pour moi, je sais que ça paraît terrible, j'ai eu des moments de partage avec mon enfant que moi j'appréciais, qui n'étaient pas juste des sorties au parc, etc. Et j'aime bien avoir des moments entre amis, bien évidemment, mais j'aime bien avoir des moments en famille qui ne sont pas juste on vit dans le même appartement, mais on se des vrais moments de partage, partage et de souvenirs communs. Ouais, voilà, des moments où on est là, on se regarde, on joue ensemble, je vois mon enfant évoluer. Et ce sentiment de fierté. J'étais pas la maman qui arrivait à me mettre à 4 pattes pour jouer avec lui, avec ses Playmobil. J'avais vraiment aucun attrait pour ça. J'avais juste qu'une envie, c'était de les ranger. Et j'ai vraiment vu ce moment où les jeux sont arrivés les premiers jeux enfants sont arrivés sur nos tables. Et moi, ça a changé ma vision de la famille. J'ai vraiment eu peur et on est passé de j'ai eu peur sur comment je commençais à créer une famille à on a passé des très chouettes moments puisque depuis, on joue tous les soirs et c'est devenu un moment important et incontournable de famille. D'après le repas et après les corvées. Mais sinon, oui, après, je pourrais raconter qu'enfant, j'ai beaucoup joué les jeux classiques dont on ne veut plus entendre parler et j'ai beaucoup joué au tarot, etc. Mais pour moi, la marmite du jeu de société moderne, elle a commencé avec mon aîné quand il a eu ses 3 ans. Ok, donc tu as commencé finalement par découvrir la qualité des jeux enfants. Oui. C'est quoi un petit peu, peut-être justement, les souvenirs, les jeux particulièrement enfants que tu as apprécié à jouer avec ton fils ? On a joué à Hop Hop Galopon en boucle. J'allais dire c'est un jeu de loi avec des chevaux, mais ils étaient en bois, il y avait le plaisir, ils avaient chacun leur robe, etc. Et on commence à jouer au mode expert, on met des barrières, et donc il fallait que la valeur du dé nous permette d'y passer dessus. Donc on a joué beaucoup à ça. Après il était très friand de jeux d'observation et de rapidité. Mais c'est Hop Hop Galopon qui me revient en premier. Et Croix, quand ils sont passés par la période de Croix et les deux m'ont fait le coup. Qu'est-ce que j'ai joué à Croix ? J'en peux plus. Voilà, il y a des jeux au bout d'un moment, on n'en peut plus. C'est ça. Nous, c'est Pique-Plume chez nous, qui a eu vraiment beaucoup de succès. Et pareil, plus ça allait, moins on était bon en fait. Parce que les enfants, ils nous explosent à ce genre de jeu. Tu as découvert plus peut-être les jeux enfants, mais tu t'es dit, voilà, il y a des choses à voir, des jeux intéressants. Comment tu as cheminé vers du jeu un peu plus adulte, familial, initié, expert ? C'est parce que tes enfants ont grandi ou toi, tu as eu cette curiosité d'aller plus loin ? Oui, mes enfants ont grandi, enfin l'aîné a grandi, et quand j'ai dit 3 ans, j'ai dû me tromper, parce que voilà, c'était il y a... Ça se compte en dizaines d'années maintenant, mais il devait avoir un petit peu plus, parce que très vite on est arrivé aux grands classiques qui sont les aventuriers du rail, etc.,
qu'on lui a fait peut-être découvrir un peu trop. Oui, on fait partie de ces parents qui ont essayé des choses avec leur enfant trop jeune. Et moi, mon coup de foudre, et je le dis sans arrêt, c'est un Noël où mon chéri nous achète une boîte de l'âge de pierre. Et on part en vacances dans la Loire, on a un petit gîte. Et le soir, je sors ce jeu qui est l'âge de pierre en me disant que je vais avoir encore un de ces temps de partage sur un jeu. Et là, il s'est vraiment passé quelque chose dans ma tête. Alors déjà, j'en ai un souvenir. J'ai vraiment ce souvenir qui est fixé dans ma mémoire. On y a joué tous les soirs pendant 2 semaines. C'était l'époque où on avait peu de jeux, donc on les pensait un petit peu. Et c'est le premier jeu où je me suis sentie, j'allais dire intelligente, non, mais où j'avais l'impression qu'on me proposait plusieurs choix. C'est-à-dire que dans les aventuriers du rail, j'ai l'impression qu'il y a toujours un bon choix à faire, et même si ça reste très plaisant, dans l'âge de pierre, je voyais plusieurs pistes de possibilités, et à chaque fois, j'avais le plaisir d'aller en creuser une, de montrer que cette piste, elle pouvait marcher. Et l'âge de pierre m'a fait rentrer dans une envie de boulimie. L'envie de boulimie, je crois que ça arrive à quand même pas mal de gens une fois qu'on a commencé à mettre le doigt dedans. Ouais. Et donc ça a été ça. Ça a été peut-être, je sais pas, aller dans des cafés ludiques, aller jouer, plutôt au contraire acheter un jeu par mois ou plusieurs pour faire une ludothèque. Ça a été quoi pour toi ? Alors ça a été quoi mon process ? J'ai commencé à avoir des envies de boulimie. J'ai commencé à regarder tout ce qui s'en parlait sur Internet en tombant. Bien évidemment, comme tout le monde sur Trick Track à l'époque, qui était incontournable, à regarder des vidéos de tous ces jeux qui faisaient énormément envie. Mais, et c'est important de le dire, le jeu de société n'est pas un loisir accessible. C'est-à-dire que moi, à cette époque-là, j'étais encore quelqu'un qui gagnait le SMIC, qui avait un enfant, bientôt 2 enfants à charge. Et donc, voilà, le jeu de société, c'est pas quelque chose qui s'achète tous les mois. Mais je sentais qu'au fond de moi, ça me rongeait. Il me tardait les vacances d'été où on achetait un jeu et les vacances de Noël où on achetait un jeu. Et donc, je suis allé voir mon ludicaire, qui était Jeux du Monde, et j'ai posé la question de manière complètement innocente. Est-ce qu'il existe des assos de jeux de société ? Et il m'a présenté une petite carte de visite en m'expliquant, ils sont ouverts le mercredi soir, tous les mercredis soirs, tu prends tel bus pour y aller, parce que oui, quand vous êtes au SMIC, vous n'avez pas de voiture, et puis à Toulouse, ce n'est pas nécessaire. Et là, la boulimie a commencé. Alors, boulimie, quand je regarde la boulimie de certains, ça restait soft au début. Je me disais, le mercredi, dès qu'on me propose un nouveau jeu, j'accepte. Et je me faisais conseiller un jeu dans l'incroyable ludothèque qu'ils avaient, et je le ramenais. Au début, c'était soft. Je le ramenais le mercredi, je lisais les règles le jeudi soir, et on y jouait uniquement le week-end en famille. Je le ramenais le mercredi, je ramenais un nouveau jeu. C'est là que ma boulimie a commencé. Ok. Tu saurais resituer ça à quelle période à peu près ? Je dirais une vingtaine d'années, ok. Si ça fait 20 ans, ce que je suis en train de t'affirmer, ça veut dire que ça fait 25 ans que, allez, 95% de nos soirées, je joue au moins un jeu de société. Donc c'est vraiment... Pour moi, ça fait partie de mon quotidien. Il y a vraiment ce moment où, après le repas, après les corvées, on joue à un jeu. Pendant la période dont on parlera probablement, qui est celle du passe-temps, c'était très régulièrement des nouveautés. En famille, on a à cœur de rejouer à des jeux qu'on connaît et auxquels on revient régulièrement. Mais oui, depuis 20 ou 25 ans, le jeu de société, c'est tous les jours. C'est pas soirée télé, c'est soirée jeu de société. Ah oui, il n'y a pas de télé chez moi depuis 30 ans. Donc, Voilà. Alors justement, tu l'as évoqué, donc comment tu es arrivé après professionnellement dans le milieu ludique ? Comment à un moment donné ça a switché en fait, en te disant je peux faire de cette passion un métier ? Je ne me suis pas posé la question de faire de cette passion un métier, parce que j'ai une autre passion dans la vie qui sont les livres. Et à un moment donné de ma carrière, si on peut appeler ça une carrière, j'aurais aimé travailler en librairie. Mais je ne me suis jamais posé la question de travailler dans une boutique de jeux de société, parce qu'à Toulouse, je n'en fréquentais qu'une, et je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de gens qui pratiquaient le jeu de société. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de boutiques. Et en fait, c'est les hasards de la vie. Dans l'asso où j'allais, il y avait Simon et Bruno du Passe-Temps qui la fréquentaient régulièrement. Simon, avec qui je jouais toujours avec plaisir, parce que c'est un drôle de drille autour d'une table. Et un jour... j'avais commencé, c'était l'époque où il commençait à faire des vidéos, à la fois sur YouTube et sur Facebook. Je regardais, mais je regardais un petit peu de loin. C'était pas la boutique que je fréquentais. Et un jour, ils ont posté une annonce. Et j'étais dans un moment de ma vie professionnelle. J'ai toujours été vendeuse dans ma vie. J'ai fait de la grande distribution, j'ai fait de la papeterie très longtemps. Après, j'ai eu une période de chômage, mais plus parce que ma maman était malade. Voilà, je vais vous raconter toute ma vie, mais... Et j'ai commencé à bosser en intérim, et c'était très chouette au niveau de mon épanouissement personnel, parce que c'était ces boulots juste pour avoir un salaire à la fin du mois où vous rentrez et vous ne pensez pas au travail.
Mais quand j'ai vu cette annonce, je me suis dit, hey, c'est quelque chose que tu aimes très fort, est-ce que ce serait pas un boulot pour toi? Parce que littéralement, on me demandait d'être conseillère de vente et c'est ce que j'ai fait toute ma vie professionnelle. Ça collait, quoi. Ouais. Ça collait et puis ça donnait cette petite étincelle au ventre un peu. De se dire, je vais pouvoir mêler le métro boulot dodo avec un produit que j'aime beaucoup. Donc tu es arrivé au passe-temps, c'était en quelle année? En 2019, c'est un truc comme ça, non? Oui, ça doit être ça. 2019, ok, avant Covid. Avant le Covid, oui, exactement. Avant le Covid. À ce moment-là, donc, quelles sont tes missions? Bien sûr, de la vente, mais pas que, puisqu'à ce moment-là, il y a aussi le côté effectivement très communicant. Donc, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Mon quotidien, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'était, pour moi, j'étais conseillère de vente. Et vraiment, c'était dans ma tête 95% de mes priorités. Je disais souvent que ce qui m'a le plus marqué, quand on a commencé les formats un peu Cdispo qu'ils faisaient avant sur Facebook, et qu'ils ont commencé à faire sur YouTube, parce que de toute façon, les vidéos, au bout d'un moment, les plateformes se spécialisent. C'est quand j'ai commencé à avoir les bénéfices je vous parle de ce qu'est le jeu, et le lendemain, on arrivait avec des clients fidèles qui savaient déjà ce que c'était. Donc moi, en tant que conseillère de vente, j'ai littéralement vu l'avantage j'ai déjà conseillé de mes clients par vidéo, c'est extraordinaire. Mon boulot a toujours été conseillère de vente. C'était vraiment ça ma priorité absolue. Et même si les gens me parlent parfois de ma période passe-temps, cette boulimie que j'ai eue à connaître les nouveautés, c'était un peu le syndrome de l'imposteur. Mon Dieu, j'ai des gens qui rentrent, qui me parlent des dernières nouveautés, eux ils sont déjà au courant et pas moi. Et donc vraiment j'ai commencé à avoir cette boulimie pour être pertinente dans mon travail, parce que j'ai toujours cette envie d'être la plus performante possible dans mon travail. Donc là, oui, c'est pareil. Effectivement, quand tu arrives et que tu as, je ne sais pas combien de jeux dans une boutique, je n'ai même pas idée de combien ça peut représenter. Je crois que c'est entre 3000 et 6000 références suivant les boutiques. C'est énorme. Et donc, dans un cas comme ça, même si tu avais déjà une culture ludique, puisque tu allais en association, etc., comment on intègre le fond, en fait, ce qui est peut-être incontournable, les classiques, etc., les jeux, et puis, effectivement, toutes les nouveautés. C'est une veille constante, c'est bouffage de règles. Alors, pour moi, mon début a commencé avec... je me rends compte qu'il y a plein de classiques que je ne connais pas, ce qu'on appelait à l'époque des evergreens. Il y en a quelques-uns que je n'avais pas joués parce que ça ne m'était pas conseillé, ils n'étaient pas disponibles dans mon association. Donc j'ai beaucoup bouffé de ludochrono, des ludochronos sur des classiques, mais moi ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas parce que j'imprime pas ce qu'est le jeu si je n'y ai pas joué. Heureusement, quand je suis arrivé au passe-temps, ils avaient encore un espace de... Ils avaient quelques tables avec une ludothèque d'anciens jeux disponibles et plutôt très très large. Donc a commencé ma boulimie, alors je dirais pas ma boulimie de j'ai envie de jouer à tout, parce que celle-là je pense que je l'ai toujours eu, mais surtout ma boulimie de je vais être pertinente. Et tous les soirs, c'était littéralement tous les soirs, il y avait au moins une nouveauté. Donc j'ai rattrapé mon retard sur tous ces classiques. Il m'est même arrivé par certaines périodes de prendre du temps à me faire des listes de tous ces jeux auxquels je n'avais pas joué. Et cette boulimie a continué à me dire, maintenant, je ne vais plus perdre le fil. Et donc, j'ai commencé à avoir cette boulimie des nouveautés. Et je crois que pendant les 2-3 dernières années, franchement, j'ai dû jouer à... Je vais donner un pourcentage complètement au hasard, mais 90-95% des nouveautés. Dès qu'on recevait les exemplaires, il n'y avait pas de problème. Il fallait que j'y joue. Ouais, c'est un truc de fou. Ça devient compliqué après, j'imagine, pour ressortir des choses du lot. Non, parce que c'est assez évident. Le rythme paraît très soutenu, mais il n'était pas si difficile que ça. C'était calé dans mon quotidien. Dans la journée, entre deux clients, je pensais à quel jeu je voulais emprunter le soir, que je me faisais un plaisir de mettre dans mon sac à dos. Le temps du trajet métro, ça suffisait à lire 90% des règles du jeu, parce qu'il y a très peu quand même de jeux qui nécessitent plus de 20 minutes de lecture. Il en arrive quelques-uns, mais il y avait les week-ends et les jours de repos pour ça. Et donc, je rentrais à la maison, j'avais lu les règles du jeu, elles étaient encore suffisamment en tête. Je mettais les pieds sous la table, parce que quand vous travaillez en magasin, vous êtes rarement chez vous avant 19h30, 20h. Merci chérie d'être là pour le soutien. Et puis chacun ses micro-corvées, et puis on passait à la table de jeu, et puis voilà. Et alors, c'est peut-être une question un peu difficile à répondre, mais comment on fait pour bien vendre un jeu, justement, pour quand il y a un client qui rentre dans une boutique? Il y a le novice. Oui. Voilà, et je pense que c'est pareil, il y a deux types de clients, il y a le novice, puis il y a l'expert qui sait ce qu'il veut. Ça, c'est vrai dans tous les secteurs. Moi, le truc le plus important quand on travaille dans le commerce, c'est ce que j'appelle l'écoute active.
C'est-à-dire que le client va formuler un besoin, la plupart du temps, c'est déjà le laisser venir à toi pour qu'il formule un besoin. Et le besoin qu'il formule n'est pas forcément le vrai. C'est-à-dire il faut le faire parler, il faut savoir dévier la conversation, parce que je veux un jeu de cartes coopératif, oui, mais tu vois, je donne des exemples tout bêtes. Oui, mais pour jouer à qui vous jouez régulièrement, enfin, citez-moi quelques jeux que vous aimez. C'est vraiment de l'écoute active, essayer de transposer le client avec une autre personne que tu connais ou des choses comme ça. Et ça, c'était Simon qui m'avait donné cette astuce, parce qu'il ne faut pas proposer 45 jeux, sinon... Après, on est perdu, quoi. Oui, c'est ça. Et puis sinon, tu deviens guide de ta boutique et à la fin, tu n'as plus de salive. C'était souvent de faire une proposition de 3 jeux, une proposition un peu en entonnoir, avec toujours un truc un grand classique s'il ne connaissait pas, un truc un peu une nouveauté. Au moins, tu t'en fais un client dans l'air du temps. Tu lui fais une proposition un petit peu moderne et qui correspond souvent à des vibes de société. Et puis le petit truc qui te plaît. Toujours la petite proposition perchée qui fait plaisir. Et en général, ça suffit à la personne pour se projeter un petit peu dans un. Quand tu lui pitches un jeu, veiller toujours à ce qu'il entende de ce que tu lui racontes. Tu n'es pas en train de faire un monologue, tu lui laisses placer des éléments. Et puis voilà. Oui, j'imagine, oui, c'est ça. Il ne faut pas lui balancer 15 infos. Ça ferait beaucoup de trop. C'est comme, je fais l'analogie avec ça, mais c'est comme visiter une cave à vin où on va goûter 15 vins, puis à la fin du compte, on ne sait pas ce qu'on va acheter parce que dans le cas, on ne sait plus, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être très enivrant d'être là avec cette caverne d'Ali Baba sous les yeux. Et qu'est-ce qu'on fait, quoi. Il y a aussi la partie quand même aussi plus communication et puis vidéo, etc. Toi aussi, tu as lancé ton Instagram aussi, plus ou moins en même temps, non Dame Rachou. Alors non, je l'ai créé quand j'ai quitté le passe-temps. C'était après, d'accord. Ouais. Okay. Parce qu'à l'époque du passe-temps, justement, alors dans des moyens qui sont différents de ceux d'aujourd'hui, qui étaient justement, je partageais la plupart des jeux auxquels je jouais tous les jours. Je suis quelqu'un plein de rituels. C'était mon rituel du matin. J'avais pris des photos la veille et je postais quelques photos et je pitchais un petit peu le jeu, on donnait les informations de quand il sortait, etc. Donc je faisais ça à l'époque du passe-temps. Et quand j'ai quitté le passe-temps, je suis parti sans plan derrière. Et donc j'avais besoin, alors je dirais pas d'une vitrine parce que ça paraît, j'allais dire mercantile, c'est pas le bon mot. J'avais besoin d'avoir quand même toujours quelque chose pour qu'on puisse me contacter. Et en fait, si vous allez sur mon mur maintenant, vous verrez que je poste plus rien parce que ça prend beaucoup trop de temps. Je poste beaucoup de stories. Parce que j'aime bien l'exercice je continue à partager ce à quoi je joue, pour montrer que j'existe toujours, mais surtout ça me fixe la mémoire. Tu vois, on parlait de quand tu joues à plein de choses, tu te rappelles plus, mais d'avoir pris 5 minutes que ça me prend le matin avec le café ou quand je fais une petite pause de cigarette, ne fumez pas les gens, ça me permet d'ancrer le souvenir. Ok, c'est tes archives, quoi, finalement. Oui, ce sont tes archives. C'est exactement ça. C'est un peu mon petit journal intime voilà les gens à quoi je joue. Donc aujourd'hui, tu l'alimentes moins, comme tu dis, mais tu es plus sur l'instantané. Oui, c'est ça. On va dire plus. Ok. Pour finir un peu sur le passe-temps, comment ça a été vécu les années Covid, justement ? Comment vous l'avez traversé, ça ? Parce que les fermetures des boutiques, forcément, il y avait une vitrine avec la chaîne YouTube. Ouais. C'est marrant, c'est toujours très flou, cette période. On va dire, il y a eu le grand confinement où nous étions bien tous chez nous et il y avait des lives et tout ça pour essayer justement d'être dans la joie et le partage. Après, il y a eu le moment où ceux qui avaient une nécessité pouvaient continuer à ressortir. Et donc, très vite, je faisais partie... Alors, j'ai pas trop aidé à la préparation de commandes. Je sais plus pourquoi je suis retourné en magasin. Moi, je suis retourné travailler alors qu'il n'y avait plus les gens. Mais on continuait Il y avait le pick-up and delivery. Ah oui, donc, d'accord. Voilà, on accueillait il y avait de la les gens vente à distance, en fait. sur le pas de la porte, mais il y avait très peu de sorties à ce moment-là. Mais forcément, le jeu de société se vendait incroyablement bien alors qu'il y avait quasiment plus de nouveautés. Et puis on a réouvert au fur et à mesure. C'était très étrange cette période. Tu vois, tu me demandes... C'est déjà un peu flou. Grand flou, ouais. Hein. C'est un grand flou. Hein. Parce que moi, je travaillais et je serais incapable de te dire qu'est-ce que je faisais, mais je sortais bien travailler au passe-temps qui était fermé. Et j'avais mon chéri et les enfants à la maison. Oh, c'est très flou cette période. Ouais, mais c'est marrant parce que ça fait ça pas mal de gens. Ouais. C'est une parenthèse, mais en même temps qu'on a essayé peut-être vite d'oublier quelque part aussi. C'est surtout, j'ai toujours la mauvaise chronologie, tu vois. On est revenu à la maison, puis on est ressorti. Alors, faut dire que ça a été un petit peu en dents de scie, effectivement. Qu'est-ce que tu gardes du coup de cette expérience en boutique et au passe-temps ? De la gratitude de m'avoir amené là où je suis, parce que comme je te disais, j'ai toujours travaillé dans le commerce et Dieu sait que j'adore ça. Mais j'étais dans un âge où on peut pas faire ça toute sa vie, dans le sens où les corps
Corsuse, vraiment uniquement dans ce sens-là. Et puis c'est un travail de représentation. Donc les Corsuse et le visage s'use et vous n'êtes plus la personne pour représenter. Donc de la gratitude de m'avoir ouvert des portes, parce que quand je suis parti du passe-temps, c'était de mon choix et je suis parti sans plan derrière. J'avais vraiment besoin, on va dire, de repos et de me rendre compte que finalement l'intérim où je pense plus à ma famille qu'au travail, c'était quand même plus important. Donc je dirais de la gratitude. Ok. En 2002, le parcours reprend cette fois-ci avec un distributeur. Donc tu arrives chez Néoludis. Comment tu arrives chez Néoludis? En plus, ils sont basés sur Caen. Donc la rencontre se fait comment? Ça fait un petit peu loin de Toulouse. Et comment tu arrives chez eux pour faire quoi? C'est Arnaud Bourrez, le gérant et le fondateur du distributeur Néoludis, qui m'appelle pendant l'été. On avait déjà dû se croiser sur des salons privés. Et désolé Arnaud, je me rappelle très mal des prénoms et des personnes, mais je savais que j'allais avoir besoin d'un travail un jour ou un autre. Donc j'ai pris son appel. Et Arnaud est un incroyable humain. C'est-à-dire que quand il m'a appelé, même si quotidiennement, en tant que boutique, on travaillait avec les distributeurs, pour moi, c'était des secrétaires de prise de commande, c'est-à-dire qu'on remplissait un tableau Excel où on leur passait un petit coup de fil et on leur donnait nos besoins en tant que boutique, mais je n'avais pas mis l'utilité du distributeur. Et on a passé, je crois, sur plusieurs calls, mais genre 2-3 heures avec Arnaud à parler, où je lui avais dit, mais oui, tu veux qu'on réfléchisse à travailler ensemble, mais je ne sais pas ce que tu fais. On a beaucoup parlé, on a échangé nos visions. Quand il a décidé de m'embaucher en me disant, mais oui, mais... Tu vois, on a les mêmes visions, donc on peut travailler ensemble. J'étais engagée en tant qu'assistante commerciale, je crois, disait mon premier titre. Mais on ne m'a jamais formée à devenir commerciale et je suis devenue complètement autre chose. Donc Arnaud m'a ouvert une porte. Mon poste s'est dessiné au fur et à mesure. Pour pas mal de gens, c'est flou, la distribution. Et notamment pour la plupart des gens joueurs qui ne voient pas du tout cet aspect-là. Effectivement, c'est ce qui permet au jeu d'arriver dans les boutiques. Est-ce que tu peux présenter quand même un petit peu ce que c'est la distribution et particulièrement Néoludis après sur sa composition, etc. Alors, un distributeur, c'est souvent les gens le voient comme un grand méchant, mais souvent les gens ne le voient que comme un logisticien. Mais effectivement, il y a une grosse part de logistique chez un distributeur. Un distributeur, c'est avant tout un entrepôt dans lequel les éditeurs vont venir nous amener les jeux avant leur sortie afin que nous puissions les livrer aux boutiques. Mais si nous ne faisions que ça, il y aurait 10 000 entrepôts qui se chargeraient de ça et il existerait 10 000 distributeurs. Pour moi, le distributeur, s'il fallait le décrire, le meilleur moyen de le décrire, c'est le chaînon manquant entre les éditeurs et les boutiques. Et avec aucune notion pour moi de verticalité, nous sommes les partenaires de nos éditeurs et nos éditeurs sont nos partenaires. Donc on va avoir plein de relations et d'échanges sur la vie du produit et une relation avec les boutiques où on leur garantit une disponibilité des produits, une communication via des newsletters, des salons professionnels pour leur présenter les produits, etc. Donc on est vraiment... alors je suis en train de faire des dessins avec mes mains, mais un peu un truc à plat et je représente les boutiques et on fait l'angle droit entre les éditeurs et les boutiques. C'est mettre de l'huile dans les rouages. Oui. Néoludis, c'est composé de combien de personnes et de types de missions différentes? Alors je vais donner des chiffres très approximatifs, mais je crois que Néoludis a 4 ans uniquement, mais que son fondateur Arnaud Bourrez vient d'une société qui s'appelait Abyscorp, qui faisait entre autres de la distribution de jeux de société, mais aussi de produits dérivés. Et à un moment donné, il y a eu un virage qui a été pris et il a demandé à son patron à partir avec les éditeurs de jeux de société, à ne faire plus que de la distribution de jeux de société. Quand je suis rentré chez Néoludis il y a 3 ans de ça, je crois que j'étais la 8e ou 9e personne de la société et maintenant on est bientôt 20. C'est une société qui a pas mal grandi, mais surtout parce qu'au début, quand je suis rentré, nous ne gérions même pas notre logistique. C'était la boutique Play-in à qui nous déléguions la partie logistique. Pour vous montrer qu'un distributeur, ce n'est pas que de la logistique. Okay. Et comme la plupart des distributeurs, en dehors du patron, le plus gros des employés, c'est la partie logistique. C'est dans l'entrepôt, les préparateurs de commandes, tous les camions qui arrivent qu'il faut vider, de la saisie informatique pour savoir où en sont nos stocks. On fait aussi le B2B de nos éditeurs, ceux qui vendent en ligne. On gère aussi le SAV, etc. Donc c'est un entrepôt à gérer. Nous avons aussi en interne, et ce n'est pas le cas pour tout le monde, un responsable de transport. C'est-à-dire que les éditeurs lui disent « Bon, j'ai ce produit-là qui est fabriqué dans les usines » et c'est lui qui surveille, qui met les marchandises à partir du moment où elles sont prêtes à être sorties des usines, qui les met dans un camion, qui va les amener dans un bateau, parce que vous savez, les produits sont fabriqués en Chine, qui va surveiller le transport, qui sont délivrés au port du Havre, et qui va gérer tout ça jusqu'à l'entrepôt, et qui le gère à la place de nos éditeurs
pour les aider parce que parfois on mutualise. C'est plus facile de mettre dans un seul container au lieu de mettre simplement une palette, de voir qu'avec nos éditeurs, il y a 5-6 commandes qui sortent en même temps. Oui, c'est de l'optimisation aussi, de la logistique et des coûts de transport. Combien aujourd'hui il y a d'éditeurs dans le catalogue Néoludis ? Alors, bonne question. Non, je crois que j'ai le chiffre en tête, ça doit être quelque part entre 35 et 40. Ça paraît énorme, et c'est parce que Néoludis ne fait pas que du jeu de société. Déjà, on fait du jeu de rôle, donc il y a beaucoup d'éditeurs de jeux de rôle, et on fait aussi du TCG. Ça démultiplie les éditeurs, et effectivement, contrairement à d'autres distributeurs, on a plein de petits éditeurs qui ne sortent qu'un jeu par an. Tu peux citer quelques éditeurs du catalogue ? Oui, bien sûr. Les plus gros, on va penser à Ticket Édition, Super Meeple, Ori Games, Lucky Duck Games. Donc oui, il y en a tout plein. Récemment, Paladis Games, avec qui c'est un plaisir de travailler, mais on en a tout plein. Et alors, du coup, en quoi consiste tes missions aujourd'hui ? Quand tu es arrivée, c'était plutôt assistante commerciale. L'autre jour, tu me disais, tu es un peu couteau suisse. Oui. Alors voilà, couteau suisse, je l'entends souvent dans le milieu ludique. C'est vrai, il faut savoir faire pas mal de choses. Tu fais aussi quand même du marketing, un gros aspect communication. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, mon titre dit responsable de communication. Mais comment je me présente quand justement on discute avec des éditeurs ? Je me présente comme celle qui connaît le produit chez Néoludis. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'un distributeur, c'est pas la même chose qu'à l'échelle d'un éditeur qui a un catalogue de 5 jeux ou maximum de 25 jeux encore d'actualité. Parce que pour un éditeur, même 25 jeux encore sur les étals, ça fait déjà beaucoup. Donc je suis celle qui connaît le produit. C'est-à-dire que je pense que vous pouvez m'interroger sur 90% des lignes déjà sorties. Je sais vous en parler. Mais c'est aussi les jeux qui sont dans l'actualité, les jeux qui sont en train de sortir ou qui vont sortir, sur lesquels je forme les équipes commerciales, c'est-à-dire je leur en parle minimum un mois avant la sortie. Parfois, je les fais jouer avant les événements pro ou sur des séminaires parce qu'il n'y a rien de mieux, et ça, c'est vraiment le truc le plus important pour moi dans le jeu de société, c'est se former et vendre un jeu sur un dos de boîte, c'est impossible. C'est ce que j'ai vécu exactement en boutique. On ne peut pas vendre un jeu si on a lu un dos de boîte ou si on a vu un ludochrono. La meilleure expérience pour le vendre, c'est d'y jouer, c'est là où il vous restera le plus d'empreintes. Donc j'ai vraiment ce boulot de transmission aux équipes commerciales. Et puis j'ai le boulot de communication. On a fait une chaîne YouTube sur laquelle... Alors mon idée de format, c'était... je ne veux pas faire un ludochrono, c'est-à-dire des règles impersonnelles. Je ne veux pas raconter tous les points de règles, mais je veux que si je vous raconte les règles en vous montrant des plans de jeu, une fois que vous avez terminé la vidéo, même s'il vous en reste que 60%, il vous en reste suffisamment pour le pitcher. En fait, j'ai fait ce que j'aurais aimé voir moi. Ce qui t'a manqué peut-être toi quand tu étais toi-même vendeuse en boutique. C'est ça. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, et puis ça consiste aussi à du community manager en faisant des publications sur les réseaux sociaux pour annoncer les sorties. Gérer aussi que l'information soit visible sur le site, même si les boutiques recevaient des newsletters. Et puis, la troisième part, qui je crois est ma part préférée, c'est la communication avec les éditeurs sur on se croise et vous nous montrez nos futurs projets. Et on échange avec eux et en interne sur le potentiel du produit et voir comment on le fait exister au mieux. Ou voir même si... est-ce que tu penses vraiment qu'il mérite d'exister tellement ça... On n'y croit pas trop, mais c'est... Je grossis le trait, mais avoir ces discussions-là de tests de jeu à différentes étapes, voir est-ce qu'on réfléchit au meilleur moment pour le sortir. C'est ça, il y a un aspect conseil aussi de se dire cette thématique-là, c'est peut-être pas la bonne, cette mécanique de jeu-là, là on en a déjà plein en magasin ou plein de nouveautés qui arrivent. Ce sera conseillé, oui. Ouais. Et puis des fois, malheureusement, c'est des trucs bêtement commerciaux, j'allais dire. Quand vous voyez le jeu, il peut être très chouette, mais s'il a une abondance de matériel qui fait qu'à la fin, il sera à 85 € et il sort chez un éditeur dont ce sera le premier jeu et pour lequel on sait que sa force de communication fait que malgré le côté plutôt chouette du jeu, jamais personne n'en entendra parler parce qu'il n'y aura pas de viralité du produit, parce qu'il ne saura pas se payer un ludochrono. Tout ça, c'est des petits curseurs qui font se poser des questions sur... la potentialité commerciale du produit. Alors je sais que je parais un monstre quand je parle de potentialité et que très certainement, vous, auditeurs, auditrices, vous vous dites que si le jeu est suffisamment chouette, il explosera et malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, parce qu'il faut savoir aussi le porter à plusieurs niveaux et que ça soit visible en boutique. Enfin, il y a tout cet aspect-là aussi. Tu parles de l'aspect financier, c'est quand même assez... on voit bien aujourd'hui, c'est les petits jeux de pas plus de 15-20 € qui explosent en fait. Oui. Parce que voilà, les budgets aussi des consommateurs, c'est pas exponentiel.
D'ailleurs, est-ce que vous acceptez tous les jeux d'un catalogue de l'éditeur ou est-ce qu'il peut y avoir des réserves en disant bah voilà, moi je te suis sur le catalogue, mais ça, pas forcément. Ou est-ce que non, quand l'éditeur rentre chez vous, c'est le package complet? Alors quand l'éditeur rentre chez nous, en général, c'est le package complet, mais ce qui se passe la plupart du temps, c'est que l'éditeur est déjà existant, parce qu'on rentre très peu de nouvel éditeur, parce que vraiment, là, tu nous interroges tous en interne. Ça fait beaucoup à gérer, 35 éditeurs, même si toutes les semaines, tu discutes qu'avec 10, les 10 plus importants. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Mais ces discussions, j'allais dire, à cœur ouvert, qu'on ne partagera jamais en public, font que parfois, l'éditeur pensait faire un jeu et recule devant la froideur du distributeur. Donc, non, en général, on prend tout, mais il y a des projets qui ne verront pas le jour. D'accord. Alors, j'ai aucune idée de combien de jeux comme ça. Alors, j'imagine qu'il y a des périodes aussi de sortie, forcément, septembre, octobre. Les mois les plus pleins, c'est combien de jeux, de nouveautés qui arrivent dans le catalogue Néoludis et qu'il va falloir promouvoir? Je dirais les gros mois. Et si on parle vraiment de nouveautés pures et dures, sans retour en stock, sans extension, etc., je dirais que les gros mois, il doit y avoir entre 15 et 20 jeux. Les gros mois qui sont aux alentours de Cannes et sur la période octobre-novembre, ils ne sont pas arrivés à temps pour Vichy, mais il faut absolument qu'ils arrivent à temps pour Noël. Donc sur ces périodes-là, je dirais 15 à 20 jeux. Mais c'est pas moi, de mon côté, de mon travail, c'est pas ces lignes-là qui m'impressionnent le plus. C'est les retours en stock, les extensions, la quantité de références qu'il peut y avoir dans le TCG et dans le JDR et qui font qu'à la fin, je crois que j'avais sorti un chiffre rigolo et il ne va pas me revenir sur le séminaire qu'on avait fait en début d'année, où je disais les publications sur les réseaux sociaux qui ne sont pas une part importante de mon travail, mais qui pour moi il faut faire si tu vas avoir des réseaux sociaux un petit peu vitrine. Je crois que ça m'avait demandé de faire 900 visuels sur une année. Ah oui, ok. C'est pas rien. C'est énorme, ouais. Et alors, j'imagine même pas en termes de stockage, les tailles de hangar. Oui, alors j'ai oublié le chiffre et je n'ai pas le compas dans l'œil, donc je vais éviter de dire des bêtises. Mais justement, on a eu un passage où c'était Play-in donc, qui gérait notre logistique. Arnaud a trouvé des locaux à Bourg-Achard, près du port du Havre. Et c'est grand. Pour l'avoir visité plusieurs fois, c'est très très grand. Quels outils peut-être tu as pu mettre en place ou ils sont peut-être encore imaginés, je ne sais pas, pour faciliter aussi le travail des boutiques? Tu parlais justement, il y a toutes ces sorties, tout ce fond de catalogue, etc. à promouvoir pour que les boutiques puissent s'y retrouver aussi. C'est-à-dire quand ils reçoivent un catalogue ou une newsletter, tu parles d'une newsletter, pour qu'ils puissent aussi avoir ces premiers éléments de communication, savoir où aussi mettre leur jeu dans la boutique. Eh ben, alors c'est marrant parce qu'on n'a pas changé de site web, mais ça arrivera l'année prochaine. Moi, je me suis reporté comment je me comportais quand j'étais ludicaire. Alors, mon expérience préférée pour me former sur un jeu, c'était toujours de l'avoir à disposition. Mais j'ai, avec l'aide de Chloé, qui gérait l'alimentation du site web, on s'est arrangé pour que un ludicaire qui veuille se former sans pouvoir jouer au jeu, même si on sait que ça reste l'idéal, puisse trouver un maximum d'informations sur la page du produit, la page internet du produit. On essaye de le référencer au plus tôt. Par exemple, on avait des deadlines auprès de nos éditeurs pour leur dire si vous voulez que votre jeu sorte pour la fin d'année, on souhaiterait qu'il soit référencé. Et donc, il ait toutes ces informations visibles sur notre site avant le 15 juillet. Et tu fais la même chose 6 mois plus tard. Et toutes les informations, pour moi, c'est les descriptions courtes, les descriptions longues, les caractéristiques de manière très visuelle, le nom de l'auteur, l'autrice, l'illustrateur et l'illustratrice, les règles et les fiches BGG MyLudo, et des vidéos, les miennes ou d'autres s'il y en a, toujours en se disant que c'était intéressant d'observer comment les gens se forment. Moi, personnellement, si je n'avais pas le jeu, je préfère lire des règles du jeu que des avis de personnes ayant joué au jeu. C'est de donner un maximum d'informations pour que les gens qui ont une appétence sur se former puissent le faire. Je crois que tu avais mis aussi en place des jauges de fun ou je sais pas, des choses comme ça. Ah oui, c'est ça. Alors, c'est pas des jauges de fun, c'est... Effectivement, j'ai mis des jauges en place. J'avais oublié ça dans toutes les caractéristiques. Il y a le nombre de joueurs, etc. Et il y a la jauge d'accessibilité du produit. Alors, souvent, on parle de familial, initié, expert, et on pourrait mener le débat, mais c'est pas le lieu et le moment pour dire que le premier jeu que Madame Michu pourrait acheter pourrait être un jeu expert. Si elle en a l'envie, elle y arriverait. Mais c'est important quand vous êtes ludicaire et que vous étudiez la potentialité du produit commercial à la fin, c'est quand même important que la première chose que vous sachiez sur le produit, c'est si c'est un jeu expert qui va vous demander 40 pages de règles ou si c'est un jeu familial, parce que les ludicaires connaissent leurs clients et clientes
Voilà, ça leur donne déjà tout plein de curseurs. J'aime beaucoup les jeux à curseurs. Ça leur donne plein de curseurs pour voir le produit. Et effectivement, on a même mis une jauge entre initié et expert qui est expérimentée. Parce que des fois, le jeu initié, on en a une vision de plus en plus légère. Et Dieu sait que je déteste ces catégories. Mais le jeu expert fait encore beaucoup peur aux ludicaires. Et à juste titre, le marché étant ce qu'il est en ce moment. Et expérimenter, pour moi, c'était des fois les jeux un petit peu exigeants, mais qui ne durent pas 3 plombes à jouer et à découvrir. Voilà. Vous avez donc un catalogue d'éditeurs assez différent de gros éditeurs et de plus petits. Est-ce que le travail n'est pas toujours le même en termes de communication ? Je pense à ça parce que je me dis, par exemple, des équipes comme Lucky Duck Game, ils ont déjà aussi leur com, leurs communicants, leurs outils de com, etc. Et est-ce que pour un plus petit éditeur, vous leur apportez justement cette tête de com qu'ils ne peuvent pas, eux, avoir en interne parce qu'ils n'ont pas d'équipe ? Je vais remonter un petit peu en arrière. Je vais dire que Néoludis fonctionne très différemment des autres distributeurs sur ce plan-là. C'est-à-dire, depuis que je suis arrivé, et ça risque de changer avec la personne qui me remplacera, c'est que le deal est clair dès le départ. On ne gère pas la communication auprès du grand public de nos éditeurs. C'est-à-dire que, par exemple, Néoludis n'a aucune présence en festival public. On ne donne pas cette visibilité publique, même si j'ai fait quelques pas dans ce sens, mais je suis toute seule et je ne peux pas porter le monde sur mes épaules en faisant quelques passages à un monde de jeu ou des choses comme ça, et en étant, en donnant visibilité à tous les produits sans mettre un plus en avant que l'autre. On ne peut pas prendre le relais de nos petits éditeurs, mais il est toujours aussi possible, si c'est des petits éditeurs, justement, de les conseiller sur les bonnes pratiques. C'est ça. Donc il y a quand même cet aspect conseil qui est important aussi. Ce n'est pas que de la logistique, mais vraiment, on en a déjà un peu parlé, mais sur le conseil. De relations de partenaires. Mais je pense parce qu'il y a de l'événementiel aussi forcément, et je pense à Cannes par exemple, où effectivement tu dis, Néoludis n'est pas présent dans le côté public, puisque là ça va être les éditeurs eux-mêmes qui tiennent leur stand, mais il y a quand même une partie dans l'espace pro, je pense aux soirées Néoludis par exemple, où tu vas permettre une visibilité pour le coup auprès de la presse ludique. Donc, c'était un premier pas. Pour le coup, ça devient de la com en direct. C'est plus de la com B2B, mais vraiment B2C, quoi. C'était un premier pas dans ce sens, parce que plein de fois, j'ai reçu des demandes à Vichy, à Rachel, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi ? Et tu me montres tous les produits. Mais j'étais affilié à tellement de tâches. Non, j'étais en rendez-vous avec nos éditeurs, donc je ne peux pas le faire. Et je ne peux pas faire toute seule le catalogue d'un distributeur auprès de 50, 60 reviewers pour lesquels il faudrait le faire. Donc, humainement, ce n'était pas possible. Donc, c'est peut-être des choses qui seront amenées à changer en créant des tâches un petit peu plus spécifiques. Mais oui, en fait, si je dois faire mon bilan sur ce que j'ai amené, j'ai créé l'ouverture pour que demain, ça soit possible. C'est-à-dire que, je vous dis, on n'est pas présent sur les festivals publics. C'est pas tout à fait vrai. On a quelqu'un en freelance qui représente les jeux de notre catalogue, mais sous son nom à lui, pour le moment. En se disant, comme ça, on a un pied à l'étrier, et peut-être demain, on aura une présence en festival public. D'accord. Alors, je vois pas de quoi tu parles, du coup. On a embauché Cyril Ouadri, qui présente les jeux de certains de nos éditeurs dans différents festivals en France. D'accord. Ok, sur des événements spécifiques. Voilà, sous le nom de Blue Table. Et donc oui, effectivement, il n'y a pas la banderole Néoludis encore, mais ça nous permet de découvrir ces tâches qu'on ne connaît pas, et peut-être demain avoir au même titre que Yellow, BlackRock, Asmodée, des tentes à notre nom. Ok, ça marche. C'est quoi les vrais enjeux de la distribution aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des problématiques particulières qui se posent ? Les problématiques, c'est l'abondance de nouveautés qui font que... et c'était peut-être la chose la plus difficile pour moi d'entendre, et je le comprends complètement, ce discours-là de « il y a tellement de nouveautés, comment voulez-vous qu'on se forme ?» C'est ce que j'ai essayé de faire pendant mes 3 années. C'est comment on arrive à former les ludicaires. Oui, il y a les salons pro où là, je pense qu'on est plutôt bon. Il faudrait faire des journées pro à tout va, mais à l'échelle d'un distributeur, ça coûte beaucoup d'argent, ça demande beaucoup d'organisation pour parfois des retours pas très bons sur les jeux et pas des meilleures ventes, etc. Donc, les enjeux pour tout le monde, c'est
c'est la formation de tous les acteurs. Hmm. Et ça ne peut que passer, je pense, par moins de nouveautés. D'accord. Mais il y a quand même une professionnalisation, on le sent depuis quelques temps, de tous les acteurs à tous les niveaux. Oui. Donc ça, c'est plutôt... ça va dans le bon sens, je pense. Ça va dans le bon sens, on espère. Alors, quels sont les temps forts? Alors, on l'a évoqué avec Cannes, mais quels sont les temps forts incontournables justement pour un distributeur et pour les boutiques? C'est-à-dire là où elles se retrouvent, là où se passent aussi les commandes les plus importantes de l'année, etc. Alors pour moi, le moment le plus important, c'est Vichy. C'est Vichy parce que il y a l'abondance des sorties de fin d'année pour remplir les boutiques pour Noël. Donc c'est celui qui est le plus important pour un distributeur. C'est le festival dont j'aimerais même, ça paraît terrible de dire, mais qu'il soit consacré aux boutiques. Et quand je dis consacré, je ne dis pas que je ne veux pas y voir de créateurs de contenu, mais j'aimerais vraiment que tout le monde se dise il faut que les boutiques voient les jeux. C'est le moment ou jamais. Je visualise presque, c'est le moment où on coche sur un catalogue de fin d'année quand on est enfant les jeux qu'on veut voir sur nos étals. Donc pour moi, c'est vraiment Vichy le plus important. Vichy, c'est le moment où les équipes commerciales peuvent encore un petit peu souffler, elles rentrent chez elles, elles prennent leurs quelques jours de récup, et après c'est parti pour le rush de Noël qui est à l'échelle d'un distributeur. Et voilà, au même titre que les boutiques, ça commence à être le premier jour des soldes. Quoi. Ouais, Noël incroyable. Se prépare du coup dès septembre, même oui, avant. Oui, dès fin septembre, ça commence à s'envoler en termes de sorties. Plus il y a de sorties, plus un distributeur a du travail, et les commandes commencent à s'affoler, crescendo. Donc. Ok. Alors tu l'as évoqué un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a eu une polémique cette année sur Vichy sur effectivement la présence peut-être de trop de presse ludique ou d'influenceurs, enfin comme on veut, pour effectivement que ce rendez-vous devienne plutôt reste, parce que c'était ça à la base. Il est ça pour le moment, mais en fait moi j'aimerais que tout ça coexiste, mais c'est notre seule opportunité en tant que distributeur, en tout cas en tant que Néoludis à l'heure actuelle, d'avoir ce moment privilégié avec les boutiques, parce que beaucoup de boutiques jouent le jeu de Vichy. De moins en moins pour Cannes, c'est difficile pour certaines boutiques de l'autre côté de la France de venir à Cannes et elles se contentent des journées pro, mais Vichy, il y a une forte présence des boutiques et on ne peut pas, nous, se permettre de rater ce rendez-vous-là. Et une question que je n'ai pas posée sur le fait que, est-ce que vous avez les commerciaux, je ne sais pas combien il y a une équipe de commerciaux dans je crois qu'ils sont 7 ou 8. Ils vont sur le terrain, ils vont dans les boutiques aussi faire des présentations, des shows? Non, on n'a pas cette marge financière pour se le permettre. Mais on avait parlé de ça au début quand je disais que c'était beaucoup de la logistique. Et l'autre gros cœur de métier, c'est l'équipe commerciale. Mais effectivement, ils sont tous beaucoup chez eux, même si quelques-uns tentent des choses pour sortir dans leur périmètre. Mais voilà, tu vois, on est une société de 20 personnes, on a 7 ou 8 commerciaux, donc vraiment en dehors de la logistique, le plus gros cœur de métier, et puis tout le reste, c'est que des couteaux suisses. Non, on ne sort pas dans les magasins. Et puis, ça serait très difficile, en fait, de savoir à l'heure actuelle. Il faudrait que les produits en avance de phase soient disponibles en 7-8 exemplaires, autant qu'il y a de commerciaux. C'est des questions à se poser, mais j'ai essayé plein de choses et c'est difficile à mettre en place. C'est pareil, je ne sais pas combien de boutiques ça représente. Enfin, avec combien de boutiques vous travaillez? Ça doit être énorme. Ça doit être énorme, je crois que c'est à 800 ou 900, parce qu'il y a plein de typologies de boutiques différentes. Mais oui. Okay. Est-ce que tu veux me dire autre chose sur la distribution, sur ton cœur de métier, sur je pense qu'on a fait pas mal le tour, mais il y a peut-être des choses que j'ai pas évoquées sur tes missions de couteau suisse. Non, ça va. Je crois que je les ai tellement pitchés à des nouveaux éditeurs que je crois qu'on a fait le plus gros du tour. Ok. Alors pour toi, finalement, quelles seraient peut-être aujourd'hui tes envies, tes projets, plus personnels, plus professionnels? Alors non, j'ai pas spécialement d'envie de projet. Je suis quelqu'un de très routinière et pleine de rituels. C'est-à-dire que vous me mettez dans un carcan qui me va bien et je suis capable, et j'y reste très longtemps. Et comme vous l'avez peut-être deviné dans l'interview, je l'ai laissé glisser à un moment donné, c'était complètement involontaire de ma part. Je ne cherchais pas à quitter ce travail-là, mais quand une certaine opportunité s'est proposée, cette opportunité, parce que le jeu, c'est ce qui me fait vibrer, et encore aujourd'hui au quotidien, et encore plus quand je me rends compte que Valmeinier se termine demain, c'était l'opportunité de parler de tous les jeux et de continuer à pouvoir toucher tous les jeux. Parce que tu vois, même si je travaille pour le distributeur Néoludis, c'est plus fort que moi. Je me rends compte que je manque certains jeux. Je tiens des tableaux Excel des nouveautés que j'ai ratées quand même. Ah oui. Oui. Et je parcours les festivals à titre personnel pour m'alimenter de ces nouveautés que j'ai ratées. Merci quand même les copines qui achètent beaucoup de jeux et qui me permettent de rester à la page. Donc je vais quitter ce travail de distribution, même
même si ça a été très chouette, parce que Arnaud, qui m'a fait céder il y a 3 ans, est un très chouette humain dans ce milieu qui reste un milieu commercial. Mais je vais partir pour pouvoir continuer à parler de cet immense et riche et merveilleux monde qu'est le jeu de société. Ok. Pour discuter avec pas mal de gens, ils disent j'ai fait de mon loisir un métier. Et parfois, il y a presque le regret de se dire maintenant que c'est devenu un métier, j'ai presque plus le loisir ou le plaisir de jeu que j'avais avant. A priori, j'ai pas l'impression de sentir ça chez toi. Non. Il va y avoir des petits coups bas où j'ai pas envie de jouer aux 15 derniers protos que j'ai joués. Et ça me fait un bien fou de revenir à des vieux classiques. Mais ce rituel en famille m'aide beaucoup. Je choisis les joueurs avec qui je joue. Et des fois, il y a des humains que j'aime beaucoup, mais avec qui je n'aime vraiment pas jouer. Et des fois, il y a des gens qui sont juste des connaissances et avec qui je passe un excellent moment autour d'une table de jeu, qui sont ceux qui ont tendance à devenir mes amis. Donc non, le jeu, non, je continue à passer toujours d'excellents moments autour d'un bon jeu de société. Ok. Donc la suite, point d'interrogation pour l'instant ? Point d'interrogation, non, pas pour moi, mais je vous laisse à la surprise. Ok. On se retrouve très vite. Alors restez connectés et voilà, si vous suivez l'actualité ludique, vous en saurez bientôt. Si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu ? Du compétitif, du coop, du semi-coop ? Sans aucune hésitation, du compétitif. Ouais. Les jeux coopératifs, en tout cas les jeux coopératifs tels qu'on l'entend, c'est-à-dire pandémique, like de qui a la meilleure action, qui a la meilleure asymétrie pour réaliser cette action. Oh, on a des événements qui arrivent, c'est ce que j'ai en horreur. Donc coopératif ne me fait pas vibrer, mais c'est pas vrai systématiquement. Ok. Si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu parmi toutes les mécaniques qu'on peut connaître ? Le bluff, je sais pas, la pose d'ouvrier, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a tellement deck building. J'hésite même pas une seconde, c'est le jeu à cocher. Alors il y a plein de gens que ça horripile, même si en vrai, ce que j'aime, les bons jeux sont souvent des genres deck building, placement d'ouvriers ou justement des mécaniques innovantes et jamais vues dans un autre jeu. Le jeu à cocher, j'ai mis du temps à savoir pourquoi je l'aimais autant. En fait, le jeu à cocher, c'est 0 temps d'installation. Tu détaches des feuilles d'un bloc de papier, tu distribues un crayon papier, tu mets des dés au milieu de la table et c'est parti. Je donne souvent mes exemples de Quicks qui sont ces moments de café-thérapie avec les copines dimanche où en fait, ça laisse suffisamment de place aux gens autour de la table pour que le jeu soit... ça pourrait être une clope ou ça pourrait être un café, mais on a un jeu autour de la table. Et en fait, on n'est pas réellement en train de jouer. Oui, on applique des règles du jeu, oui, il y a un gagnant, mais on est plus en train de papoter. Donc, le jeu à cocher me permet plus souvent ça. D'accord, c'est pour le temps de pause tranquille avec une petite tisane, quoi. C'est ça. Je ne passerai pas des marathons jeux à jouer à Quicks, évidemment. Si tu étais un auteur de jeu, ou une autrice. Une autrice. Alors, j'aime beaucoup ce que fait Alexander Pfister, mais... un jour, j'aimerais être une petite fourmi dans le cerveau de Friedman Freeze pour voir tout ce qu'il est... voilà, comment il en arrive à ces jeux évolutifs qui vous font virevolter le cerveau. Il s'était calmé pendant un temps et là, Filet aux fiches, qui est ma dernière addiction, une de mes dernières addictions du moment, me fait dire que... voilà, je pense que je voudrais être Friedman Freeze. Super. Et est-ce que justement c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit, ça, de la création ? Non. Et étrangement, je me décris souvent comme une fourmi de travail. C'est donne-moi une tâche et je la ferai, si elle me plaît un tant soit peu, mais je la ferai le mieux et le plus fort possible, de la manière la plus intense possible, mais je n'ai pas du tout cette fibre créative. Ok. Du tout, vraiment. Et j'ai pas envie, je ne dessine pas, j'ai fait de la musique quand j'étais jeune, mais parce que les parents ils trouvaient que c'était in de faire du solfège et de la flûte à bec et du piano, mais je me suis jamais penché sur est-ce que je vais écrire un morceau ? Non, je n'ai pas du tout cette fibre créative. Ok. Si tu étais une thématique de jeu, laquelle serais-tu ? Si j'étais une thématique de jeu, un peu de la folie, de l'exubérance, mais ça n'existe pas ça. Ça m'étonne, ça tient bien. C'est vrai que je pense que les gens te connaissent un peu comme ça, effectivement. Voilà. On l'entend de loin, Rachel, souvent. Souvent, oui. Ouais. Eh ben, écoute, je te remercie. Si tu avais quelqu'un d'autre à me proposer pour une interview, pour un prochain épisode de podcast, tu penserais à qui ? Ah, tiens, c'est une question intéressante. Tu me laisses 2-3 minutes pour y réfléchir. Et puis, je mettrai un tic-tac. Tic-tac, tic. Question piège. Ouais, je vais parler de mon coup de foudre ludique. Je cherchais la petite dose inattendue, mais j'ai pas trouvé.
Est-ce que tu as déjà interviewé Marie Jordana? Je ne pense pas. Non. Que les gens vont connaître de par son CV ou de par sa vitrine qui est Instagram. Marie gère des jeux ou de par son CV, j'allais dire, de sa tâche de jury de l'As d'Or, mais que moi j'ai connu alors qu'elle débutait sur Instagram et qu'elle n'était pas jury de l'As d'Or et pour qui ça a été un coup de foudre ludique et un coup de foudre amical depuis. C'est une personne incroyable, une personne incroyablement mature pour son âge. Un régal d'échanger des avis avec elle sur les jeux pour ses avis jamais tranché, toujours ouvert à l'autre, une incroyable personne avec qui jouer, enfin bref, quelqu'un que j'aime beaucoup. Quand je dis que c'est vraiment un coup de foudre, c'est voilà. Ok, écoute, je me le note. On se croise beaucoup, mais je la connais pas plus que ça, donc peut-être parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de vraiment discuter. Ok, je garde l'idée et ça peut être un bon moment à Cannes prochain peut-être. Voilà. Ok, merci beaucoup Rachel, je te souhaite bonne chance, bon vent dans ce milieu ludique encore. Et puis je te propose qu'on termine comme habituellement le podcast et les jeux et la chaîne. C'est, alors on va dire, au jeu, puisque tu es encore chez Néoludis, oui. Au jeu distribué par Néoludis, tu joues quoi? Et le tu joues quoi, on va le dire ensemble. Ok. Alors, au jeu distribué par Néoludis, tu joues ou quoi? Depuis cette interview, Rachel a annoncé son arrivée dans l'équipe du média ludique Un Monde de Jeux à partir du 1er octobre. Je vous remercie pour votre écoute attentive et votre fidélité. Je vous invite à partager les épisodes et à laisser des commentaires sur Instagram et la chaîne YouTube Tu joues ou quoi? Dans 2 semaines, je vous retrouve avec un épisode particulier dédié à un jeu qui a déjà fait parler de lui. Il s'agit de Tech Time qui arrive chez Libellude début octobre. Alors restez bien à l'écoute.